Vrai qui est tout à fait, valide aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours avoir le tiers, de son espérance de gain en tolérance à la perte. Il y a un biais psychologique très fort dans l'investissement, on le remarque, souvent en parlant avec des traders professionnels, c'est qu'il est très difficile d'avouer s'être trompé. Alors je dirais qu'il faut jamais se forcer à investir, hein, c'est, Oui. Livermore qui disait ça. C'est qu'il faut aussi savoir ne pas prendre position sur les marchés. Oui. Aujourd'hui, on a, à peu près 20 000 produits cotés sur Euronext, pardon. En Allemagne, on en a 300 000. Donc si tu veux, D'accord. dans toute l'Europe, on a peut-être 400 ou 500 000. Société Générale traite en permanence, propose un prix d'achat et un prix de vente en permanence à l'échelle européenne sur à peu près 400 000 produits. Plus on avance dans le métier, plus on s'aperçoit que l'analyse technique est incontournable, totalement incontournable, notamment pour le sens du timing. Ça permet finalement, si on respecte son plan, de n'avoir raison qu'une fois sur 3. Oui. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Insiders et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Thibaut Renou. Bonjour à toi. Bonjour Nicolas. Je suis très content que tu sois avec nous. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à te raconter. J'ai vu, et on avait un point commun d'abord pour commencer, c'est qu'on a commencé à peu près ensemble aux alentours de 2000, je crois. Moi, j'ai commencé en juillet 2000 sur les marchés. C'était mon premier boulot et toi, tu étais dans ces eaux-là, je crois. Hein. J'ai commencé en 2000 aussi. J'ai 2000 commencé aussi, ouais. un petit peu avant, peut-être 99. Ouais, c'était un bon cru, ça. C'est surtout l'année. T'es de 75, c'est ça? Oui, Ouais, aussi. c'est la meilleure année. Thibaut, alors tu as une très belle carrière, très longue carrière, on va en parler. On va parler de pas mal de choses. J'espère, ouais. Mais est-ce que tu pourrais te présenter, nous Bien dire un sûr. petit peu ce que tu fais aujourd'hui et puis voilà, je te laisse parler un petit peu de toi. Ah, c'est gentil. Merci. On n'a pas toujours l'occasion de le faire. Donc Thibaut Renou, je suis responsable de ce qu'on appelle les produits de bourse chez Société Générale. Et ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie. Alors j'ai commencé, c'est un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé en tant que journaliste pendant 2 ans. J'ai été responsable d'une rubrique sur les valeurs technologiques. Alors pile au bon moment. Ouais. Ah bah oui, 99-2000, 99-2000, c'était parfait. Il y avait plein de choses à dire, plein de choses à écrire. C'était passionnant. On faisait les rendez-vous. Ça existe encore ? Ça n'existe plus. Ça n'existe D'accord. plus. Mais c'était une expérience extraordinaire parce que j'ai appris à écrire des papiers, comme on dit. Ouais. J'étais pas forcément. Moi, j'ai un parcours école de commerce classique. Et puis je suis rentré dans le journalisme, dans le journalisme financier. Et donc j'ai appris à écrire des articles à partir d'interviews, à partir de Donc c'est de toi qui communiqués de choisissais les presse. personnes que tu allais interviewer ? Oui, c'était généralement des représentants d'entreprises qui faisaient l'actualité. Ouais. Et on allait les voir, on faisait des interviews, c'était passionnant, on rencontrait des gens très intéressants. Et j'ai fait ça pendant à peu près 1 an et demi. Et puis après, je me suis retrouvé dans une banque qui cherchait des personnes pour animer un petit peu le contenu. Moi, j'étais donc dans la finance. J'avais envie de travailler dans une banque. Et j'ai vu cette opportunité-là comme un moyen de faire un petit peu les deux. Donc continuer à écrire des papiers, Ouais. des articles, mais pour la mise en place d'une newsletter qui existe toujours d'ailleurs. D'accord. C'est le magazine Strike. Je ne sais pas si tu en as entendu D'accord. parler. Le Oui, magazine bien Strike, sûr, le ouais. magazine des produits de bourse finalement. Je le reçois tous les mois. On a fait plus de 250 numéros et j'ai commencé comme ça, c'était en 2001. Et c'est toi qui écris les numéros aujourd'hui ? J'écris Et encore des aujourd'hui papiers, j'écris Ouais. l'édito, j'écris quelques papiers, mais j'ai passé la main à des équipes très compétentes. Donc là, mais même dans la finance, tu peux avoir un côté artistique. Bah, finalement. écoute, C'est pas artistique, l'écriture d'un mais- papier, mais je te remercie de le souligner, l'écriture d'un papier est aussi une forme, un exercice difficile parce qu'il faut pouvoir rendre accessibles des informations qui le sont parfois un peu moins. Quand tu lis un communiqué de presse avec plein de ratios américains, enfin anglo-saxons, que tu dois traduire dans des mots simples, parce que c'était un petit peu la ligne éditoriale qu'on avait, c'était de pouvoir rendre accessible l'information financière à des gens qui n'avaient pas l'habitude de lire des papiers d'analyse. Donc D'accord. ça, c'était un exercice parfois difficile et parfois un peu artistique, effectivement. Et donc j'ai commencé comme ça, puis après j'ai gravi les échelons, j'ai pris la responsabilité d'une équipe, de plusieurs équipes, et puis la banque dans laquelle j'étais a vu ses activités sur les produits dérivés se joindre à celles de Société Générale, banque dans laquelle je suis depuis maintenant 5 ans et pour laquelle je travaille aujourd'hui.
D'accord. avec toujours la même passion. Mm. Passion des marchés, passion des produits de bourse, il y a tellement de choses à dire. On va Ah, peut-être y revenir tout Ben, à l'heure. on va revenir dessus, effectivement, parce qu'on est là pour parler un petit peu de finance, de bourse, mais surtout d'expliquer comment ça fonctionne. C'est ça qui va nous intéresser aussi. Et c'est vrai que les produits de bourse, il y en a beaucoup. Il y en a des différents et ça a beaucoup d'avantages, mais il faut bien les maîtriser. Donc on va regarder ça au fur et à mesure. Ouais. Avec plaisir, Ouais. avec plaisir. Mm. Mais si tu veux, un produit de bourse aujourd'hui, et c'est pas parce que la réglementation nous le demande, mais c'est aussi très important d'être très pédagogue. Parce que tu as des notions comme la volatilité implicite, la valeur temps, et surtout l'effet de levier, qui font que ces produits varient très très vite. Et donc il est nécessaire de bien les comprendre, il est nécessaire de ne pas y aller au hasard, et d'agir avec méthode. Donc c'est très important. Donc l'effet de levier, si tu veux, ça marche dans les deux sens. Oui. Ça multiplie l'évolution d'un sous-jacent, on appelle ça un sous-jacent, c'est le support, ça peut être une action, un indice, ou une devise, ou des métaux précieux. Ça multiplie la variation de ce sous-jacent à la hausse comme à la baisse. Donc évidemment, si on est positionné et qu'on anticipe une hausse du sous-jacent, on en bénéficie, mais si on s'est trompé dans le sens attendu, ça peut avoir des conséquences néfastes. Donc il faut faire très attention. Faut s'en servir et investir sur ces produits avec une toute petite partie de son portefeuille. Enfin, toute petite, voilà, quelque chose. Dans tous les cas, on dit souvent que les investissements, c'est de l'argent dont on n'a pas besoin. Quand on dit pas besoin, c'est pour vivre, pour les enfants, etc. Mais faut être prêt à perdre cet argent. Voilà, dans le sens où, quand je dis qu'il faut être prêt à perdre, c'est-à-dire que il faut se débarrasser des émotions. Il faut un plan. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Il faut un plan. Il faut savoir où on va. Définir un scénario d'investissement, c'est très important. C'est quoi un scénario d'investissement? C'est finalement savoir quel sous-jacent, sur quel sous-jacent on va se positionner. C'est évident. Une action, un indice, une devise. Il faut aussi savoir quelle anticipation de mouvement on prévoit. Est-ce que ça va être une anticipation de mouvement de 2-3%? Est-ce que ça va être une anticipation de 10-20%? On ne va pas utiliser les mêmes produits en fonction de ces anticipations. Et le temps aussi? L'horizon d'investissement, c'est fondamental. On a sur les produits de bourse, en fonction des différents types de produits de bourse, je pense au turbo, je pense au varant, vous avez une incidence du temps. Oui. On appelle ça la valeur temps sur les varants. Il y a l'impact des taux d'intérêt sur les turbos. Et on ne va pas utiliser le même produit pour investir sur une publication de résultats sur 24 heures ou sur une tendance sur 3 ou 4 semaines. On ne va pas utiliser les mêmes produits. Donc c'est très important de d'abord définir son scénario et puis s'y tenir. Ouais. Je me souviens quand j'ai commencé, j'étais sur un salon de l'investissement et on avait la visite régulière d'un professeur de physique qui était à la retraite et qui se déplaçait avec du papier millimétré sur lequel il retraçait l'intégralité des cours des actions qui l'intéressaient. C'était assez impressionnant parce que les papiers millimétrés, tu peux les ajouter et puis tu peux imaginer que ça pouvait faire une certaine longueur. À cette époque, il y avait déjà l'ordinateur. Oui, mais lui ne travaillait sur papier millimétré et nous montrait des configurations graphiques sur papier millimétré. Et m'avait dit, une règle qui est tout à fait valide aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours avoir le tiers de son espérance de gain en tolérance à la perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut, si on espère gagner 3, je dis n'importe quoi, 3 ça peut être 10, on est en mesure de tolérer une perte de un tiers de cet objectif dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on espère de gagner 10, on va tolérer de perdre 3. D'accord. C'est une bonne règle, un exemple de plan finalement, de discipline dans l'investissement. C'est très important. Ce qu'on appelle, on parle beaucoup de risk-reward, où les gens parlent de RR sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, c'est pour 3 pour 1, c'est-à-dire je risque 1 pour gagner 3. C'est une bonne règle, effectivement. Oui, c'était très intelligent. Ouais, c'est très très bien. On appelle ça aussi le money management. C'est pour ça qu'il revenait chaque année, c'est que pour le coup, avec une règle comme ça, il avait ça permet beaucoup de chance de rester sur les marchés et puis de réaliser des bons investissements. Ça permet finalement, si on respecte son plan, de n'avoir raison qu'une fois sur 3. Oui. Puisque si on a une tolérance à la perte de 3 et une espérance de gain de 10, on peut gagner, on peut avoir raison sur son scénario d'investissement une fois tous les 3 scénarios et être neutre ou effectivement avoir du profit. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi cette règle est aussi intéressante? C'est parce que finalement, il y a un biais psychologique très fort dans l'investissement. On le remarque souvent en parlant avec des traders professionnels, c'est qu'il est très difficile d'avouer s'être trompé. Oui. Et c'est que
Et le biais psychologique, Ça, c'est chez tout le monde. Oui, Je te rassure, les gens n'osent pas dire qu'ils ont perdu. Ça nous arrive tout le temps. Ça fait partie du métier, mais les gens n'acceptent pas de perdre. tu as tout à fait raison, c'est un biais psychologique humain. Mais si tu veux, il faut avoir le courage de se dire « je me suis trompé, j'anticipais une hausse sur tel sous-jacent, je me suis trompé, je dois vendre ma position ». Et c'est très difficile. C'est se désavouer finalement. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, il faut essayer de mettre de la distance par rapport à son plan, pas dans le sens le mettre de côté, mais respecter son plan en mettant une distance psychologique dessus, en étant très factuel. Et aujourd'hui, les outils qui sont proposés, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'évolutions sur les ordres, parce que c'est vrai qu'on a commencé ensemble sur les marchés financiers. À l'époque, il n'y avait pas autant d'ordres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux paramétrer des ordres assez simplement pour que ta position soit protégée dès que tu rentres sur le marché. Vous avez même inventé, puisqu'on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, un ordre on-quote, c'est-à-dire que les produits dérivés, on va revenir un peu plus tard dessus, turbo-varant, cote pas sur chaque point. Mais du coup, quand on arrive sur un niveau donné précis, même s'il n'y a pas eu d'échange, la personne est exécutée. Donc c'est une protection en plus qui garantit aux gens d'avoir un stop qui soit efficace tout le temps. J'ajouterais que c'est effectivement la fourchette de prix du produit qui va déclencher l'ordre, et non pas une transaction. Je reformule. La fourchette de prix, c'est finalement l'émetteur, par exemple Société Générale, qui envoie dans le marché un ordre d'achat et un ordre de vente qui vont entourer la valeur théorique du produit. Ils sont donc market makers, c'est ce qu'on appelle un market maker. Un teneur de marché en français, un market maker, tu as tout à fait raison. De marché, oui, donc si on détermine, on a des automates qui calculent en temps réel la valeur théorique d'un produit, d'un turbo, d'un varant, d'un average et short. Cette valeur théorique, on va l'encadrer en bourse. Donc sur Euronext, on va envoyer un ordre d'achat, si la valeur théorique est de, je sais pas, 36 centimes. On va encadrer cette valeur avec un ordre d'achat à 36 et un ordre de vente à 37 centimes. D'accord. Et cette valeur théorique va évoluer en fonction des mouvements du sous-jacent. On l'a dit tout à l'heure, il y a de l'effet levier, donc elle va évoluer. Et en permanence, le market maker, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il retire son ordre d'achat, il en remet un autre en fonction du moment où la fourchette de prix doit décaler. On appelle ça le pas de cotation. Ouais. De quel mouvement, de quelle est la nature du mouvement qui doit s'opérer sur un sous-jacent pour que la fourchette décale. C'est le pas de cotation. Pour qu'elle passe de 35,36 à 36,37. Il faut un mouvement peut-être de quelques centimes sur le sous-jacent. Et dès que ce mouvement est fait, instantanément, on ne le voit parfois pas parce que ça peut être plusieurs fois par seconde, eh bien, le market maker, avec une machine, va retirer son ordre d'achat et le faire décaler la fourchette. 35-36, 36-37, puis 35-36, 36-37, 37-38. Et tout ça plusieurs fois par minute, par seconde, ça va très vite. Dans une journée boursière, il peut y avoir des centaines et des centaines d'ajustements de la fourchette de prix des produits de bourse. Et ça, c'est basé sur la variation du sous-jacent, mais aussi sur la variation de la volatilité. Alors, c'est varié en premier lieu sur la variation du sous-jacent. Après, en fonction des caractéristiques du produit, il peut y avoir d'autres paramètres qui viennent en ligne de compte. Tu as évoqué la volatilité implicite. Oui, c'est vrai sur les varants. Les varants répondent, pour le calcul de leur prix, à une formule qui s'appelle la formule de Black-Scholes. Dans cette formule, il y a plusieurs paramètres. Il y a évidemment le temps restant jusqu'à l'échéance. Il y a la volatilité implicite. En premier, il y a effectivement le cours du sous-jacent. C'est évidemment, si le sous-jacent monte et que vous avez un call, la formule va calculer une valeur du produit qui va monter. Mais il y a d'autres paramètres aussi qui peuvent faire monter plus ou faire diminuer la hausse. Tout ça est une combinaison dans une formule mathématique qui s'appelle la formule de Black-Scholes, qui a été inventée dans les années 70 et qui est utilisée depuis les années 60, depuis notre naissance, Nicolas. Ah oui, c'est fou ça. C'est fou. Nous sommes arrivés avec Black-Scholes, c'est formidable. C'est notre père à tous. Après, il y a des modèles qui ont été qui ont évolué avec des ajustements, mais c'est cette formule qui permet de déterminer, dans le cas des varants, la valeur du produit. Et la cotation de ces produits, au début, c'est-à-dire dans leur création, dans les années 2000, elles étaient faites par des humains. Et aujourd'hui, c'est des automates. Ah non, quand on a commencé, c'était déjà des ordinateurs. On avait déjà c'est pas du trading automatique, mais... Quand tu as 6000 produits, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 20 000 produits cotés sur Euronext, en Allemagne, on en a 300 000. Donc, si tu veux, dans toute l'Europe, on a peut-être 400 ou 500 000. Société Générale traite en permanence, propose un prix d'achat et un prix de vente en permanence à l'échelle européenne sur à peu près 400 000 produits. Je pense qu'il y a 20 ans, on était aux alentours déjà de 20 000 ou 30 000. Donc ça n'a jamais été fait à la main. D'accord. Dès le départ, même le premier varant a été mis en 1989, c'était déjà des ordinateurs qui faisaient tourner des modèles et envoyaient automatiquement
à partir de ce modèle et de ce calcul et du résultat de ce calcul, envoyer des ordres dans le marché pour une cotation qui n'a jamais été manuelle, toujours été liée euh, à, à l'informatique, évidemment. D'accord. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait l'informatique qui aille plus vite, vous avez plus de produits ou ça n'a pas forcément de relation? C'est plus Alors, facile il y a aujourd'hui de beaucoup faire coter un d'investissements qui produit? ont été faits, beaucoup Ouais. d'investissements dans les capacités informatiques, dans la capacité à pouvoir générer des prix sur beaucoup de produits différents, sur des payoffs différents. Des payoffs, c'est des natures de produits différentes. Effectivement, il faut une infrastructure informatique extrêmement robuste. C'est même des investissements très importants qui nous permettent aujourd'hui, je dirais, à la fois de coter des produits en permanence de 8h à 22h, hein, parfois jusqu'à 22h, et aussi de réémettre des produits tous les jours. Oui. Donc c'est une technologie de pointe parce que je prends le cas d'un turbo par exemple. Ouais. Tu as une caractéristique sur un turbo qui est la barrière désactivante. Oui. On peut même s'en servir comme d'un stop naturel finalement. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement comment ça? Mais effectivement, c'est un stop. Un turbo, c'est un produit qui permet de bénéficier d'un effet de levier sur un sous-jacent, un peu comme le varan. Il a plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est disposer de ce qu'on appelle un prix d'exercice, qui est un niveau de financement, un niveau financé par la banque. Par exemple, tu as le CAC, on va prendre des chiffres ronds, ça sera plus simple. Tu as un CAC à 7000 points, tu as un prix d'exercice à 6800 points, c'est finalement la somme que va te prêter la banque pour investir sur un CAC à 7000. Et toi, tu ne vas débourser que les 200 restants. 7000 moins 6800. Et je te prends un exemple, si le CAC prend 100 points, passe de 7000 à 7100 points, ton produit va passer de 200 à 300. Ça, c'est le cas favorable. Ouais. Dans un cas défavorable, si on se trompe dans l'anticipation qu'on a faite, le CAC passe de 7000 à 6900 points, le produit passe de 200 à 100 points. Donc tu vois bien qu'il y a un effet de levier, parce que pour passer de 7000 à 7100, c'est quoi, 1,5%? Enfin, non. Un petit peu moins, ouais. Non, qu'est-ce que je raconte? 100 points sur 7000, 700 points sur 7000, ça fait 10%, ça fait à peu près, oui, 1,5%, c'est ça. Alors que le produit va passer de 200 à 300. Donc lui, il va prendre 50%. Donc tu as un effet de levier très important. Ouais. Et l'effet de levier marche dans les deux sens, puisque si on se trompe dans l'anticipation, le produit va passer de 200 à 100. Alors je prends un cas caractéristique de l'effet de levier, qui est un effet de levier très important pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais il existe des produits avec des effets de levier beaucoup plus faibles. Nous, ce qu'on fera dans la description de cette vidéo, on mettra des liens, parce qu'il y a beaucoup de contenu pédagogique sur ces produits de bourse, et on les mettra dans la description de cette vidéo. Comme ça, les gens pourront aller sur le site de SG Bourse et pourront justement voir tout le fonctionnement de ces produits, parce qu'il y a beaucoup de contenu assez pédagogique. On essaye, on a des brochures écrites qu'on peut envoyer en format papier, on a des vidéos courtes. Les produits ont commencé à être de plus en plus simples, enfin simplifiés. Je trouve que les turbos, par exemple, par rapport à des varans, il y a la volatilité implicite en moins. Donc le turbo qui... il est arrivé quoi, en 2007, 2008 Oui, 2005, même 2004. Ils ont dû prendre une part de marché assez importante sur les produits de bourse. Aujourd'hui, c'est quoi la répartition Alors, tu as environ 60% des échanges, grosso modo, 60% des échanges qui sont faits sur les turbos aujourd'hui. D'accord. Tu as 20% sur les varans, 20% sur les leverage short. Et ça fait déjà 100, mais il y a aussi un petit peu 1 ou 2% des produits qui sont sur des produits d'investissement de type bonus, certificat bonus ou certificat discount. Et la grande majeure partie des échanges qui sont faits en bourse, en France, ce sont sur les produits à effet de levier. Et donc, effectivement, tu as plusieurs catégories. Le varan, c'est le premier. C'est celui qui a inventé le principe des produits de bourse, 89. Donc, il traite toujours. C'est des produits très intéressants. Mais en 2004 ou 2005, quand les turbos sont arrivés, et tu le soulignais, c'est effectivement, même si ce sont des produits complexes, la capacité d'appréhender l'évolution du prix d'un turbo dans le temps et par rapport au mouvement du sous-jacent en est facilité. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle des produits delta one. Delta one, ça veut dire un delta qui est de l'ordre de 100%. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. Ouais. Delta de 100%. Bah oui, mais avec plaisir, Nicolas. Un delta de 100%, ça veut dire que pour chaque intervalle de gagné sur le sous-jacent, on a toujours le même intervalle de gagné sur le turbo. Je prends encore l'exemple du CAC parce que c'est ce qui est le plus évident, c'est ce qui est le plus échangé en Bourse de Paris. On a des produits de type turbo de parité 100 pour 1. 100 pour 1, ça veut dire qu'à chaque fois que le CAC gagne 1 point, le produit va gagner 1 centime. Et ça sera toujours le cas sur une journée boursière. Si le CAC gagne 10 points, le produit gagne 10 centimes. Si le CAC gagne 30 points, le produit gagne 30 centimes. Quelle que soit la valeur du CAC. Alors évidemment, quand le CAC perd un point, le produit perd 1 centime. Oui, mais que le CAC soit 6000 ou à 7000, c'est le même principe. Donc après, ce qui va différencier entre les turbos, c'est la distance qu'ils ont entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice dont je te parlais tout à l'heure.
Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un produit qui valait 200 pour un CAC à 7000 avec un prix d'exercice à 6800. Il avait un effet de levier assez important. On a vu peut-être 30. Oui. Si je prends un produit qui a un prix d'exercice à 5000 pour un CAC à 7000, le produit il vaut 2000, 7000 moins 5000. Oui. Et donc quand le CAC prend 1,5%, le produit va passer de 2000 à 2100. Donc là, tu vois bien que l'effet de levier est moins important. Moins important, bien sûr. Puisqu'il va gagner 5%, là où le CAC gagne 1,5%, donc un effet de levier de 3, grosso modo. Donc là, tu vois que ça sera toujours la même règle. 1 point de gagné sur le sous-jacent, 1 centime de gagné sur le produit. Mais comme le produit vaut plus cher au départ, l'effet de levier est moins important. D'accord. Alors, laisse-moi ajouter Mais une je te chose. laisse ajouter tout ce que tu plein veux. de questions. C'est passionnant, j'aime bien en parler. J'ajouterai une chose. C'est que quand tu as un produit qui est distant de la barrière, comme tout à l'heure, un produit avec un prix d'exercice de 5000, il y a une des caractéristiques du turbo qu'il ne faut pas oublier, c'est très important, c'est que si le cours du sous-jacent touche la barrière, le produit est désactivé, il n'existe plus. D'accord. Donc il vaut mieux avoir une distance un peu grande pour diminuer son risque. Pour pas avoir un stop trop court, en fait. Bah oui, Ouais. si tu sélectionnes un produit qui n'a que 10 points de distance entre le prix d'exercice et le cours du sous-jacent, l'effet de levier va être beaucoup trop important et tu as toutes les chances, malheureusement, d'être désactivé très vite. Et c'est aussi pour ça que plus le risque est grand, plus l'espérance de rendement est très importante, mais plus le risque est grand, plus l'espérance aussi d'être désactivé, que la vie du produit soit très courte est très importante. On ne peut jamais dissocier le risque du rendement. Ouais. Et ça c'est vrai sur les produits de bourse, mais c'est vrai partout. Dans tous les placements, c'est ça. Ouais, tout à fait. Très important. Et alors, comment on fait coter un produit sur la Bourse de Paris ? Comment ça se passe, en fait ? Comment tu décides, toi le matin, tu te réveilles et tu vois quelque chose. On a des fulgurances, tout d'un coup, on rêve d'un produit, et puis le matin, Non, mais tu vois une actualité particulière et tu te dis, tiens, je vais acheter un titre. Tu as des demandes de la part de clients, parce que c'est vrai que vous voyez tous les produits qui sont cotés. Donc, vous savez ceux qui intéressent le plus les gens et ceux qui les intéressent éventuellement le moins. Mais comment tu crées un produit ? Une société sort du lot ? Est-ce que tu es capable de le créer rapidement? Comment ça se passe en fait? Il y a plusieurs critères. Le premier critère, c'est évidemment l'offre et la demande. Nous, en tant qu'émetteurs de produits de bourse, on va émettre des produits qui sont susceptibles d'être achetés, évidemment. On ne va pas émettre des produits ou avoir une gamme extrêmement dense sur un sous-jacent dont personne ne veut. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce qu'on a des contraintes de coût. On ne peut pas émettre en Bourse de Paris 1 million de produits. Oui, ça vous coûte de faire coter un produit. Ça coûte en infrastructure, en investissement, en droit d'émettre les produits, parce que Euronext est une bourse, elle a aussi des systèmes qui doivent gérer la cotation des produits, les ordres rentrants, les ordres sortants, et donc ça a un coût, il y a des frais d'émission de produits. Donc sous cette contrainte, on a un devoir d'essayer de déterminer quels sont les produits qui sont les plus susceptibles d'être achetés par les investisseurs particuliers. On appelle ça les self-directed investors, les investisseurs qui prennent leurs décisions d'investissement eux-mêmes, les investisseurs qui disposent d'un degré de connaissance quand même assez important sur le marché. Donc, on ne va pas multiplier, on va donc observer quels sont les volumes déjà sur les sous-jacents. Et donc, effectivement, on va regarder l'actualité. On va regarder que, sur les volumes actions en Europe, on voit que... ou aux États-Unis, on voit que Nvidia s'échange énormément. Il faut intensifier notre gamme sur Nvidia. On voit que le palladium est un métal précieux qui intéresse les clients ou qui intéressait. Je prends des exemples au hasard. Eh bien, il faut regarder si notre gamme est assez robuste sur ce sous-jacent. Et tous les jours, on fait ce constat. Alors, on ne va pas changer de politique d'un jour à l'autre, mais on va équilibrer notre gamme en fonction de ce qu'on voit comme volume, de ce qu'on observe comme volume sur nos produits, de ce qu'on observe comme volume sur les marchés des sous-jacents, à la fois dans le pays, en France ou en Europe, et on va ajuster notre gamme sur un certain nombre de contraintes. Et tout ça sur un nombre de types de produits qui est très important, parce qu'on a à peu près une dizaine de payoff, entre guillemets, disponibles en France, qui est beaucoup. Il n'y a pas d'équivalent en France chez les autres émetteurs. On a des turbos, des warrants, des leverages, des bonus, des reverse, des trackers, etc. Il y a énormément de produits de stability. Et donc, il faut avoir des produits sur le CAC à la fois sur les turbos, à la fois sur les turbos limités, à la fois sur les turbos best, à la fois sur les turbos smart, à la fois sur les warrants, à la fois sur les leverage short, à la fois sur les bonus. Donc, c'est très important. Et toute cette mécanique-là, il faut pouvoir la renouveler tous les jours. Pourquoi tous les jours ? Parce que quand il y a un mouvement de marché de 3% à la hausse,
Il y a beaucoup de produits de type put qui vont être Qui sont désactivés. désactivés, ouais. Parce que le prix d'exercice dans le cas d'un put, c'est le contraire de l'exemple que je t'ai donné tout à Oui, l'heure. tout à fait. La valeur du put, elle est déterminée en prenant le prix d'exercice moins le cours du sous-jacent. On Donc vise quand la le baisse. sous-jacent On investit descend, sur la baisse ouais, sur un put. Voilà, c'est ça. on se positionne à la baisse pour pouvoir profiter d'une baisse. C'est-à-dire que le sous-jacent descend et donc la différence entre le prix d'exercice et le sous-jacent va augmenter. Donc quand on se trompe, par exemple, et que le sous-jacent monte, boum, il touche la barrière, le produit est désactivé. Et si le CAC redescend le lendemain, on n'a plus de produit. Oui, donc il manque les produits. Donc Donc on renouvelle tous les jours. On émet plusieurs centaines de produits sur tous les types de produits de bourse. Et plus il y a de la volatilité, plus vous en émettez, Oui. je suppose, parce que c'est du coup des moments plus... Il y a une intensification qui se fait quand il y a la volatilité. Et parfois on est obligé de faire des choix. Ouais. On ne peut pas tout renouveler d'un jour à l'autre. Parce que là aussi, on a des contraintes techniques. Contraintes techniques pour absorber un volume d'émissions dans toute l'Europe, parce qu'il n'y a pas que la France. Il y a ce besoin de renouveler la gamme. Et pour faire coter, par exemple, une action, est-ce que vous avez des critères? Est-ce que vous pouvez faire coter n'importe quelle action, ou il y a quand même une capitalisation boursière minimum, ou c'est plutôt un volume qui est traité? Il y a deux critères sur les actions. C'est effectivement la capitalisation, de l'ordre d'1 milliard d'euros. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est de l'ordre d'1 milliard d'euros. Et puis des contraintes de liquidité et de flottant. Si la capitalisation est d'1 milliard, mais qu'il n'y a que 50 millions qui s'échangent, on ne pourra pas émettre de produits de bourse. Mais il y a une raison très simple pour cela. Si on émet des produits de bourse et que tout le monde veut en acheter, l'action fait l'actualité, tout d'un coup, elle publie d'excellents résultats, ça devient l'action qui a le vent en poupe, et des investisseurs souhaitent se positionner sur ces produits. Très important de préciser que l'activité de market maker, de teneur de marché, et l'activité d'émetteur de produits de bourse enclenche une obligation de couverture de la part du market maker. C'est quoi la couverture de portefeuille? C'est quoi la couverture? C'est quand on vend par exemple 1000 euros de turbo sur le CAC, un turbo qui a un effet de levier de 10. Oui. Ben nous, en tant que teneur de marché, en tant qu'émetteur de produits de bourse, on va acheter le sous-jacent pour 10 000 euros. De telle sorte que si la valeur du produit augmente, si le sous-jacent augmente, on a l'argent pour payer tout simplement la personne qui est détenteur du produit de bourse et qui a vu la valeur de son produit de bourse augmenter. Toutes ces activités enclenchent une couverture de portefeuille. Et tous les jours, ça se couvre. On couvre toutes les positions. Donc c'est très important. Donc dans le cas qui nous occupe, imagine que le flottant de l'action soit très faible et que de très nombreux investisseurs se positionnent dessus. Si la liquidité du titre est faible et que l'émetteur doit se couvrir en achetant de grandes quantités, puisqu'il doit acheter avec l'effet de levier, lui, oui. Il a des risques de faire décaler le marché. Ce qui n'a aucun intérêt, parce que s'il fait décaler le marché, qu'est-ce qui se passe? Le cours de l'action monte, le prix du turbo monte, mais lui, il n'a pas eu le temps de se couvrir, parce qu'il n'a pas assez d'actions dans le marché pour se couvrir. C'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, ça crée une incidence sur le marché du sous-jacent qui n'est pas souhaitable. Donc, on doit vérifier la liquidité sur le sous-jacent et on doit vérifier la capitalisation boursière. Très important. Alors, après, une fois que ces deux critères sont validés, on ne peut pas tout faire non plus, parce qu'on a des contraintes d'émission. Mais on a l'émetteur Société Générale et l'émetteur qui dispose de le plus de sous-jacents cotés à Paris. On a plus de 1000. C'est beaucoup, 1000. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Beaucoup d'actions américaines, parce que ça fait l'actualité. Bien sûr, ouais. Je pense à Nvidia, Tesla, etc. MicroStrategy, c'est des actions qui ont été beaucoup sélectionnées par les investisseurs l'année dernière. Et donc, c'est intéressant de constater que c'est assez nouveau, ce phénomène. Ça fait 25 ans que je travaille dans cette industrie. Pendant, on va dire, une vingtaine d'années, les investisseurs ne s'intéressaient qu'aux sous-jacents français. D'accord, même pas européens. À peine. Ouais. Un peu de DAX. Oui. C'était le CAC à 70% et les 10 premières capis qui faisaient 20% restant et puis un peu d'euro-dollar, un peu d'or. Aujourd'hui, le CAC ne représente plus que 30% des échanges. Donc la part des échanges a diminué fortement du CAC 40, qui était vraiment le sous-jacent vedette. Aujourd'hui, ça représente que 30%. Et tu as le Nasdaq qui représente 15%. Ah, quand même. Et puis après tu as beaucoup de sous-jacents américains. Tu as toujours l'or, tu as toujours l'euro-dollar. Tu as beaucoup de sous-jacents américains qui arrivent sur des niveaux qui n'étaient pas du tout ceux qu'on pouvait constater il y a quelques années. Donc c'est vraiment je dirais un mouvement qui s'opère vers les valeurs qui font l'actualité finalement.
Ouais, c'est ça. Qui peut passer à Mm. côté de l'information ou des événements qui ont ponctué la cotation d'NVIDIA en 2024? Ouais, tout à On fait. ne peut pas passer Ouais. à côté Non, c'est sûr. des informations. Donc si quelqu'un s'intéresse à NVIDIA et qui se dit, tiens, parce qu'il n'y a pas que l'effet de levier aussi, dans l'utilisation des produits de bourse, tu as aussi le fait de pouvoir investir une quantité moins importante grâce à l'effet de levier. Si tu veux investir 100 sur NVIDIA, tu peux investir que 10 avec un effet de levier de 10. Ça équivaut, tu as la même exposition aux variations du sous-jacent. Donc ça, c'est une des stratégies qui sont opérées. Et donc, avec l'actualité qui arrive, il y a énormément d'investisseurs qui se positionnent à la hausse ou à la baisse sur ces sous-jacents parce qu'il y a des scénarios d'investissement qui sont constitués. Il y a beaucoup de littérature, entre guillemets, d'analyse technique, de recommandations d'achat ou de vente sur ces sous-jacents qui sont rédigés un peu partout par des médias ou par des cabinets d'analyse indépendants. Est-ce que tu as observé des acteurs qui arrivent, enfin des acteurs, des clients, des investisseurs qui utilisent vos produits, qui font les deux, c'est-à-dire qui font comment on appelle ça, des stratégies d'options pour se dire, bah tiens, si jamais ça bouge dans un sens ou dans un autre, je serai gagnant parce que je vais acheter mon produit d'un certain prix, mais je vais attendre un spread ou quelque chose de particulier. Est-ce que les gens font des stratégies ou c'est vraiment que du directionnel? Il y a beaucoup de stratégies différentes, énormément de stratégies différentes. Il y a des stratégies qui consistent à courir son portefeuille sur une période de temps donnée. Oui. On dispose d'un portefeuille action américaine d'un montant X. On se dit que tiens, il y a une publication de la Fed la semaine prochaine. Je souhaite immuniser mon portefeuille contre une variation possible des marchés. À la hausse ou à la baisse. À la hausse ou à la baisse. Donc j'achète un put sur un indice global, un Standard & Poor's ou un Nasdaq, en fonction de la nature de son portefeuille. Et en achetant un put, qu'est-ce qui se passe? Si les actions baissent, la valeur du put va monter. Ouais. Et si les actions montent, évidemment, la valeur du put va baisser. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ton portefeuille, lui, va monter. Le portefeuille va être immunisé. C'est-à-dire que pendant un temps, il ne va rien se passer. Puisque si le portefeuille monte et que la couverture est inutile, la position investie sur le put va diminuer. Donc la somme des deux va être flat, va être stable. J'aime bien parler en français parce que parfois, nos interlocuteurs ne parlent pas anglais. Il faut le savoir. Et donc, va être stable. Et si la position de couverture est utile, si le sous-jacent descend, le put va monter. Et là aussi, la somme des deux va être stable. Donc, la couverture de portefeuille, c'est une immunisation du portefeuille global contre un mouvement. Et ça peut être utile. C'est un exemple. Cash extraction en a une extraction de liquidité. Tiens, on a une position de 100 et on a besoin de liquidité, mais on veut garder une exposition identique. Eh bien, on va utiliser un produit effet de levier pour un temps pour avoir la même exposition, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, au mouvement du sous-jacent, mais en ayant extrait un petit peu de cash et on remplace par un produit. Il y a aussi ce que font certains gérants, c'est d'avoir, par exemple, des puts très en dehors de la monnaie en fond de portefeuille en cas de catastrophe. Ces puts peuvent se valoriser rapidement. Mais ça a un coût, c'est un coût de couverture, bien sûr, il faut maintenir cette... Mais ça, ce sont des stratégies, il y en a beaucoup. Elles ne correspondent pas toutes à tous les profils d'investisseurs, évidemment. En fonction de son profil, en fonction de ce qu'on aura déterminé, de ce qu'on souhaite faire, on peut utiliser un certain nombre de produits pour mettre en place ces stratégies. Est-ce que vous avez des produits qui permettent, si le marché ne bouge pas, parce que bon, là, le marché bouge un petit peu, mais il y a des moments, il y a des périodes dans l'année, pas forcément définies, mais quand on n'a pas d'actualité particulière, on attend des news dans 3, 4, 5 semaines, des Fed, des vacances, d'été par exemple, ou des choses où on pense, c'est notre scénario, que le marché ne va pas bouger. Est-ce qu'il y a des produits qui existent, qui sont tout faits, et qui permettent justement de gagner tant que le marché ne bouge pas entre deux bornes, comme une stratégie d'option par exemple, qui est peut-être un peu plus complexe à réaliser en stratégie d'option, mais du coup, parce que les produits de bourse, ça reste des produits dérivés, je dirais pas simplifiés, mais plus simples d'accès, et oui, bien un peu simplifiés qu'un professionnel qui va avoir des connaissances importantes. Alors je dirais qu'il ne faut jamais se forcer à investir. C'est Livermore qui disait ça. C'est qu'il faut aussi savoir ne pas prendre position sur les marchés. Oui. Mais il existe effectivement des types de produits qui permettent non pas d'investir sur du directionnel, c'est-à-dire hausse ou baisse, mais d'investir sur une forme de stabilité du marché. Oui, la réponse est oui. Je pense à deux types de produits. Un qui est plus risqué, un qui est un peu moins risqué. Le premier type de produit, ce sont des certificats bonus. Il n'y a pas d'effet de levier. C'est comment ça fonctionne un certificat bonus.
C'est un produit qui va permettre de bénéficier d'un remboursement à un niveau bonus à maturité du produit si le produit ne touche pas un certain niveau à la baisse. Donc je prends n'importe quoi, je prends une action qui vaut 100, eh bien à maturité dans 6 mois, vous pouvez toucher 110 si 80 n'a pas été touché pendant la durée de vie du produit. Donc ça permet à quoi? Ça permet d'investir sur une forme de stabilité du marché. On pense qu'il ne va rien se passer pendant 6 mois, eh bien pendant ces 6 mois, ça peut nous permettre de matérialiser un gain en touchant le niveau bonus à maturité si jamais le sous-jacent n'a pas évolué trop rapidement. Ce produit, on est obligé de le garder jusqu'à la maturité Non, ou on peut le revendre on peut le revendre tous les jours. Mais du coup, est-ce qu'on va le revendre au même prix? Non, parce Il y que a tous quand les même jours, une il va se évolution. valoriser. C'est le contraire de la valeur temps. C'est que tous les jours, il va se valoriser un petit peu, il va se rapprocher du niveau cap. D'accord. Parce que si on est très loin de la barrière basse, et imaginons que le marché ne bouge pas, jamais, tous les jours, il va gagner un petit peu, jusqu'à maturité, se retrouver au niveau du bonus. Ça, c'est les certificats bonus. Deuxième exemple, on a des produits qui s'appellent les stability warrants, des produits qui sont beaucoup plus risqués. Pourquoi? Parce que si on ne touche pas la barrière haute ou la barrière basse, on a un remboursement à 10 euros. Mais si on touche l'une des deux, ça vaut 0. D'accord. Donc soit 10, soit 0. Donc c'est des binaire. produits, oui, c'est beaucoup plus risqué. Mais eux aussi sont cotés. C'est pas binaire parce que c'est des produits qui sont cotés en bourse. Donc on peut se positionner à un certain niveau. Et si ce prix va évoluer en fonction du risque que l'on a à l'intérieur du produit de toucher l'une des deux barrières. Donc évidemment, si le sous-jacent se rapproche d'une barrière, le prix du warrant, du stability warrant va baisser. Mais si on s'éloigne des deux barrières, si on se retrouve pile au milieu, eh bien le produit va monter. Et plus on s'approche de l'échéance, et là aussi on a un gain de valeur temps petit à petit. Il y a des barrières assez larges. C'est vous qui définissez les barrières? On définit les barrières, oui. Donc on a un peu tous les scénarios. Est-ce que vous servez de l'analyse technique pour définir ça ou en fait Je dois t'avouer que non. D'accord. Non, mais on va se servir d'autres paramètres. On va déterminer à partir de la volatilité du sous-jacent. Il est évident que si... Revenons un petit pas en arrière sur la définition de ce que c'est que la volatilité. Oui. La volatilité, c'est la mesure des variations annualisées potentielles d'un sous-jacent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volatilité du CAC 40, aujourd'hui, elle est dans 14 et 16. Parfois, elle monte à 20. Parfois, quand il y a des crises, elle peut monter à 80. Elle peut descendre. Elle est descendue à 11, 12. Disons, partons du principe qu'elle est entre 14 et 16 en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CAC 40, sur un an, a une probabilité forte de faire plus 14 ou moins 14. D'accord. Voilà. C'est grosso modo ce que ça veut dire. Donc, lorsqu'on détermine, lorsqu'on va émettre des stability warrants, on ne va pas prendre des produits qui ont une espérance de vie très faible, d'être désactivés tout de suite ou d'avoir une valeur de 0 à court terme. Ça n'a aucun sens. D'abord, ce sont des produits qui ont une maturité minimum de 3 mois. On les laisser vivre un petit peu. Et puis, les barrières vont être suffisamment éloignées pour constituer un intérêt pour l'investisseur. Il se dit, moi, je pense que ça ne va pas bouger. Moi, je pense que ça va monter un petit peu, mais que ça ne va jamais descendre ce niveau-là. Moi, je pense que ça va descendre un petit peu, mais pas autant, et que ça ne remontera pas jusque... Et après, l'investisseur, lui, peut utiliser l'analyse technique en se disant, on est dans un canal... C'est toi le spécialiste de l'analyse technique, c'est pas moi. On est dans un canal et je pense qu'on va jamais dépasser ce canal. Ça peut être une stratégie. J'étais en train d'imaginer créer un produit stability en me disant, tiens, je ne donne pas de conseils, mais je te dis que ça peut être effectivement une démarche qui pourrait être intéressante dans certains cas. Parce qu'aujourd'hui, il y a une personne qui a besoin ou qui a envie de créer un produit particulier, un sous-jacent qui l'intéresse peut vous contacter en disant, est-ce que je pourrais avoir un produit sur ça? Et du coup, si l'appel de ta part, on peut effectivement lui faire un produit. Non, je plaisante. Effectivement, on a ce service qui nous permet. Vous appelez au numéro vert. D'accord. C'est le 0800 40 30 30. Je dis bonjour, produit de bourse. On le mettra dans la description de la. J'ai regardé votre gamme de turbo et je suis pas content parce que j'ai pas celui que je voudrais avoir. Est-ce qu'il est possible d'émettre tel prix d'exercice, telle maturité sur tel warrant? 99% des cas, c'est oui. D'accord. On a tous les jours des émissions. Donc, il faut appeler avant midi pour qu'il soit disponible le lendemain. Dès le lendemain, donc c'est assez rapide. Dès le lendemain, oui. C'est assez... Mais si tu sais qu'en Allemagne, il y a même des émissions en intraday. J'espère que ça viendra un jour en France. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux produits qui sont émis en cours de journée. C'est formidable, ça. Donc, tu as un produit qui est touché, sa barrière disparaît. Il y en a un autre le marché revient et on remet c'est génial. C'est extraordinaire, mais ça viendra en France. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Mais je suis persuadé que ça viendra. Donc... oui, encore une fois, on peut répondre à la demande pour une émission sur un type de produit particulier. Parfois, ça prend 2 jours, mais dans la majeure partie des cas, c'est possible le lendemain. D'accord. Donc ça,
Parce qu'on a une demande et parce que finalement, on n'a pas la prétention que dans la gamme de 20 000 produits qui sont cotés sur Euronext aujourd'hui chez Société Générale, tous les produits vont traiter. Donc on a peut-être, c'est la règle des 80-20. Oui. Aujourd'hui, il y en a 20 qui vont traiter sur 100. Demain, ce sera 20 autres parce que les marchés auront bougé. Donc sur 20 000 produits, on peut en rajouter 1 ou 2 ou 3 ou 4. Donc C'est si tout à fait j'ai, possible. par exemple, parce que tu donnais une solution de couverture de portefeuille, j'ai un portefeuille particulier et je me dis, tiens, ce que je viens d'entendre m'intéresse, parce que c'est vrai que c'est des stratégies et des choses auxquelles les gens ne pensent pas forcément, mais j'ai un portefeuille, je veux le couvrir, il me faudrait tel et tel produit, ils peuvent t'appeler en disant, voilà, il manque bien sûr. ça, et je le garderai. On a la particularité chez Société Générale d'avoir un numéro vert qui est gratuit, et en plus qui arrive directement dans la salle de marché. D'accord. Ça, vous tombez sur mon équipe ou sur moi-même, nous sommes que des personnes d'une certaine seniorité, donc on a l'habitude. Et évidemment, c'est un service qui, à mon avis, est très important, de pouvoir avoir accès au produit qui est finalement le produit de l'investisseur. Ouais, Après, il y a d'autres gens qui vont pouvoir l'acheter, mais c'est assez intéressant. Moi, je trouve que c'était... on a développé nos systèmes pour que ce soit possible. C'est des gros investissements. Hein. Encore une fois, la robustesse technique de l'infrastructure Société Générale permet ce genre de choses. Ça permet aussi d'avoir des produits qui sont toujours bien cotés. Ah bah oui, alors comme ça... c'est tout le temps un automate qui va surveiller et qui est observé, qui va travailler en permanence et qui est optimisé, ça apporte un petit peu de garantie en fait. 2 éléments pour illustrer ça. Premier élément, c'est que tous les produits de bourse Société Générale sont cotés en bourse, comme leur nom l'indique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prix est coté et disponible pour tout le monde. C'est un marché centralisé, réglementé. Pour les investisseurs institutionnels, pour les investisseurs des fonds de managers, pour des arbitragistes professionnels, pour des market makers professionnels. C'est un prix, on montre un prix. S'il n'est pas assez cher, qu'est-ce qui se passe ? On se fait arbitrer. Il y a des gens qui viennent l'acheter. Si on est trop cher, les institutionnels peuvent vendre à découvert. Donc on se fait vendre à découvert un produit. Donc le prix, c'est un prix efficient. Ça, c'est la première des choses. Et c'est un prix qui bénéficie aussi d'un spread serré. Un spread, c'est quoi ? C'est la différence entre le cours d'achat et le cours de vente. C'est un spread qui est défini par contrat d'animation signé entre l'apporteur de liquidité Société Générale et Euronext. Par contrat, on se doit de respecter des spreads qui ne peuvent pas dépasser un certain niveau et une taille disponible à l'achat et à la vente aussi qui doit être minimum 50 000 titres ou 10 000 euros. Ça veut dire quoi ? Mais c'est fait pour quoi ? C'est fait pour attirer la confiance. Quand on achète un produit varant en marché par rapport à une option listée sur ce qu'on appelait le MONEP à l'époque, c'est quoi la différence entre les deux ? C'est que sur les varants, c'est coté en bourse et vous êtes animé. Le produit est animé, les prix sont là. Prix d'achat, prix de vente en permanence avec une taille décente. Sur les marchés professionnels, c'est pas comme ça. Oui. On est dépendant d'un market maker qui sera là, qui serait pas là, et quand il n'a pas envie de vendre, il vend pas. Sur le marché des varants, c'est pas comme ça. C'est encadré par contrat et la liquidité est assurée par l'émetteur qui respecte son contrat. Et alors, j'ose dire que Société Générale semble assurer sa mission correctement, puisque je suis très heureux de t'annoncer que en fin d'année dernière, en France, nous avons atteint plus de 70% des ordres exécutés sur la place, sur le marché français. Ça veut dire que 7 ordres sur 10 à Paris sont sur des produits Société Générale. C'est une grande fierté. Ça veut dire que nos produits, la multiplication des sous-jacents et notre capacité de market making, donc d'assurer cette liquidité, a su gagner la confiance des investisseurs. C'est quelque chose de, à mon avis, assez intéressant. Oui, carrément. Ouais, du coup, donc, ça veut dire que quand tu fais des investissements, quand tu investis pour avoir plus de sous-jacents, quand tu investis pour avoir une capacité technique pour pouvoir avoir en permanence des prix qui sont actualisés plusieurs fois par seconde avec des tailles conséquentes, l'investisseur sait le reconnaître. Donc ça, c'est un gage de garantie. Exactement. Tout à fait, de sérieux. Tout à fait. Donc c'est intéressant de voir tous ces produits qui sont accessibles partout, finalement. Donc les gens ne connaissent pas forcément, mais du coup, on va fouiller un petit peu tout ça. On regardera, donc on mettra encore une fois dans la vidéo quelques petites choses. Et je voulais revenir avec toi pour, à partir d'autres choses que les produits de bourse, donc tu as une carrière assez longue, j'avais 2-3 questions. Comment ça se passe parce que vous, tu as dit que tu étais en salle de marché, c'est-à-dire que tu es entouré de tous les animateurs, les gens qui vont travailler sur les marchés, c'est le principe de la salle de marché.
Quand on a une journée de forte volatilité, par exemple, qu'est-ce qui se passe aux alentours? Comment ça se déroule? Je sais que c'est des endroits où les gens n'ont pas forcément le droit d'aller, les images sont très rares, les photos, on fait plein d'images, on se fait plein de films, puisqu'il y a plein de films à la télévision, mais dans le concret, comment ça se passe C'est intéressant ce que tu dis parce que déjà pourquoi c'est très rare? C'est pas le secret, c'est simplement réglementairement. Ouais. Si on filme une salle de marché, des petits malins pourraient regarder ce qu'il y a sur les écrans. Oui. Et donc pourraient avoir des informations sur ce qui se passe, sur des positions qui ont été prises pour le compte de clients, par des institutionnels. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image sur les salles de marché, parce qu'il pourrait y avoir des informations privilégiées qui pourraient être diffusées. Donc ça, c'est d'un point de vue réglementaire, c'est très important. C'est pas un miracle, hein, c'est la réglementation. Et donc il y a un devoir de confidentialité. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi, quand j'ai commencé en salle de marché, il y a une chose qui surprend toujours, c'est les statistiques américaines. Oui. 15h30, 14h30, d'un coup, il y a le silence. Donc juste Dans avant une l'apparition. salle de marché, il y a toujours beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a des vendeurs qui parlent à leurs clients, manures, etc. Tu en prends combien, machin, etc. C'est des clichés, mais c'est la réalité. Ah, ouais. C'est un environnement où il y a beaucoup de bruit. Ouais. Eh bien, figure-toi que quand il y a une statistique américaine qui sort, grand silence, la stat sort, et là tu as de nouveau les bruits de deals qui passent. Dans tous les sens. Ça, c'est la première fois quand je suis arrivé dans une salle de marché, ça surprend. Et ça surprend aussi, tu te demandes comment les gens arrivent à travailler dans cet environnement. Et en fait, tu t'y fais très vite. Tu crées ta bulle et quand tu dois être concentré, tu te concentres. Et c'est assez intéressant finalement, de pouvoir se concentrer avec un environnement qui est assez bruyant. Et puis il y a aussi aujourd'hui des architectures de salles de marché qui sont faites pour compenser les bruits. D'accord. Donc des hauts de plafond, des meubles qui sont qui aspirent le bruit. absorbent, Ah oui, qui d'accord. absorbent les bruits Ok. pour que l'environnement soit pas trop bruyant. Ok. Et puis peut-être des salles plus petites, non? Parce est-ce qu'il y a beaucoup de métiers dans les salles de marché qui ont été remplacés par les ordinateurs? Et est-ce que Non. l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup, J'ai pas vu beaucoup de métiers remplacés par des intelligences artificielles. Je ne dirais pas que l'intelligence artificielle n'est pas utilisée en salle de marché, Oui. mais l'intelligence artificielle telle qu'on en parle depuis générative depuis 1 an ou 2, c'est aussi ce qu'on appelait avant le big data. Oui, c'est ça. C'est une évolution le programme de- trading, normale etc. de C'est une l'informatique, évolution quoi. normale de l'informatique, effectivement, des Ouais, logiciels, des capacités de calcul qui sont de plus en plus importantes et qui ne datent pas d'hier. Il y a toujours eu des gros calculateurs, des grosses machines qui permettaient de calculer les modèles financiers, et ça existe depuis très longtemps. Qu'est-ce qui a changé pour toi sur les marchés en 25 ans? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui que tu voyais pas avant, ou qu'est-ce que tu voyais avant que tu vois plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un élément? Est-ce que ça va plus vite? Est-ce que l'entourage, les produits, parce qu'il y a beaucoup plus de produits aujourd'hui? Il y a une masse de plein de choses qui est supérieure à la date à laquelle j'ai commencé, il y a 25 ans à peu près. Il y a plus de produits, il y a plus de capacités techniques, il y a plus d'horaires de cotation. Oui. Quand j'ai commencé, ça commençait à 10h et ça J'avais terminait une à question 4h. là-dessus d'ailleurs. On vient Il juste y après. avait 6 heures de cotation. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y en a 16. Mais il y a aussi la production d'informations et de contenu qui est beaucoup plus importante. Aujourd'hui, on cherche, je sais pas, une analyse technique sur Orange. Bon, on peut en trouver un peu partout. Alors, ils n'ont pas toutes la même qualité, hein, j'en conviens. Mais on en trouve. Et d'ailleurs, c'est un élément très important, c'est qu'il faut toujours croiser ces sources d'informations. Oui. Il ne faut pas se fier à une seule source, il faut avoir plusieurs sources d'informations. Et je dirais que ce qui a changé, c'est effectivement d'abord une multiplicité des contenus, une multiplicité de tout. Et aujourd'hui, parfois, en termes de contenu, un trop-plein. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, quand on cherche Trop d'infos, tu l'info. une actualité, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur Orange, on ne sait plus. Il y a des news qui datent d'il y a 3 mois, et il y a des pages et des pages d'informations, mais pour savoir ce qui s'est passé ce matin, là, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Pourquoi l'action Orange, je raconte n'importe quoi, hein, Oui, bien sûr. mais pourquoi Orange a gagné 7% là ce matin? Mais c'est pas forcément facile de trouver ça. Alors c'est pour ça que je trouve que après la multiplicité de sources de contenu, je pense qu'on va revenir vers des contenus de qualité où la confiance c'est très important. Donc si j'avais quelque chose à dire à quelqu'un qui débute en bourse, c'est d'abord de croiser les sources d'information et puis d'essayer de trouver une information, une source d'information
que vous jugerez de qualité. Et pas systématiquement aller taper dans un moteur de recherche, même si les moteurs de recherche c'est encore très utile, ça marche très bien, mais parfois il y a trop de choses. Trop d'infos. Donc ce qui a changé, il y a beaucoup de choses qui sont publiées, beaucoup de produits, donc il faut savoir trouver des aides. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un particulier, derrière son ordinateur, a les mêmes informations qu'en salle de marché, ce qui n'était pas forcément le cas en 2000 ? Moi, je pense que oui. J'ai presque même envie de remonter jusqu'au Minitel, mais un peu après le Minitel, quand tout le monde avait un ordinateur. Encore qu'il y avait des bons fils de news sur le Minitel. Ouais, ça mettait un peu de temps. Il fallait que la page s'affiche. Il y a toujours eu, partout, des fournisseurs de communiqués de presse en temps réel. C'était une liste de communiqués, donc on enchaînait les communiqués, on voyait que toutes les valeurs de la cote communiquaient, etc. Enfin, beaucoup de valeurs. Alors, il y avait déjà beaucoup d'informations et elles n'étaient pas analysées, mais c'était un espèce de fil brut, comme un fil AFP par exemple. D'accord. Ça existe depuis longtemps quand même. C'est parfois pas très digeste, parce que c'est de l'information réglementée, mais je dirais pas qu'il y ait une différence sur l'accessibilité à l'information. C'est-à-dire que l'information a toujours existé, mais aujourd'hui elle est toujours là, peut-être plus facile, mais elle existait déjà. Pourquoi ? Parce que c'est une information réglementée. Parce que quand on est une entreprise et qu'on doit publier ses résultats, on n'a pas le droit de donner une information avant à quelqu'un. Bien sûr. C'est pas possible. Ouais. C'est puni par la loi. C'est un délit initié, c'est puni par la loi. Ouais. Donc il y a un communiqué de presse qui est envoyé à des organes de presse et qui après est diffusé sur Internet. Mais ça se fait en un quart de seconde. Il n'y a pas d'information privilégiée. Après, c'est là où c'est intéressant, c'est l'analyse technique. Oui. L'analyse technique permet pas forcément d'analyser l'information en tant que telle, ou la publication d'une information, mais ce qu'on peut observer sur les volumes, sur les mouvements de marché. Tiens, il y a plusieurs gérants qui ont l'impression qu'ils trouvent intéressant ce dossier-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont spécialisés, parce que leur analyste leur a fourni des rapports très précis, des analystes qui travaillent sur un secteur d'activité depuis 10 ans, qui sont spécialistes et qui disent... Là, il va peut-être se passer des choses parce que l'environnement économique est favorable pour cette entreprise. Et donc, les gérants de fonds qui investissent pour le compte de leurs clients dans des fonds vont s'intéresser à des valeurs. Et puis, on peut voir des volumes qui peuvent augmenter. Ça, c'est toute la science de l'analyse. Je ne suis pas analyste technique, mais toi, tu l'es plus que moi, encore une fois. Et on voit des choses. Il y a plein de littérature sur l'analyse technique, avec les vagues d'Elliott, avec les supports, les résistances, les chandeliers japonais, qui permettent, en tout cas, d'interpréter ce que peuvent être des signaux fournis par des volumes, par des résistances. C'est vrai que quand on commence dans l'industrie de la finance, ou quand on commence sur la bourse, on a tendance à ne pas comprendre comment il est possible qu'une analyse de morceaux de papier avec des graphiques puisse avoir une importance. Ou un papier millimétré. Oui, exactement. C'est assez... Quand on sort d'études, qu'on a fait des choses très cartésiennes, ou quand on est un jeune ingénieur et qu'on a travaillé Black & Scholes, on n'arrive pas à penser une seule seconde que des courbes, une analyse de courbes, on a l'impression que c'est Madame Irma, avec tout le respect que j'ai pour Madame Irma, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Et en fait, plus on avance dans le métier, plus on s'aperçoit que l'analyse technique est incontournable, totalement incontournable, notamment pour le sens du timing. Pour savoir, tiens, j'ai une conviction sur tel sous-jacent, à quel moment il est plus judicieux ou j'ai une probabilité qui est moins importante d'échouer dans mon investissement avec la lecture des graphiques. L'analyse technique permet peut-être de réduire les probabilités d'échec. C'est pas que c'est une science exacte, mais c'est... C'est vrai qu'on dit que toutes les infos sont dans les cours. Certains puristes, oui. Et que les stations de trading, par exemple, qui sont disponibles partout, chez tous les courtiers maintenant en offrent plusieurs, deviennent très fines. Alors tu parles des courtiers, et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça tout à l'heure. C'est très important aussi de savoir comment on peut acheter un produit de bourse. Oui. Parce qu'on ne sait pas comment on achète un produit de bourse. Oui. Parce qu'on dit, ils sont en bourse, mais je fais comment ? Faut pas un compte Société Générale. Non, tu peux aller chez en fait, Société Générale produits de bourse, c'est comme un fabricant de yaourt. Il fabrique des produits de bourse et il les met à disposition dans le supermarché qu'est la bourse. Et vous, les investisseurs particuliers, ceux qui disposent un peu d'expérience, ouvrent un compte chez un courtier en ligne. On les connaît, les courtiers en ligne. Ouais, les principaux. Boursobank, Fortunéo, etc. Beaucoup de EasyBourse, des Giro, Trade Public. Il
Il y en a de très nombreux, avec lesquels Société Générale d'ailleurs est partenaire. Et c'est ce courtier en ligne qui donne accès à un compte titre et qui va permettre à l'investisseur d'acheter un produit de bourse comme il achète une action, avec la même mécanique. Il passe un ordre en bourse, ou il passe un ordre directement auprès de l'émetteur, mais via le courtier en ligne, et la mécanique est la même. Donc c'est très important parce qu'il y a différents modes d'investissement, mais celui-ci, c'est, à mon sens, le mode d'investissement qui est le plus régulé, on va dire, avec des produits qui cotent en bourse, dont le prix est ouvert, Connu par tout le monde. connu par tout le monde, Ouais. qui est indépendant, fourni et diffusé par un organe indépendant. Et ça, c'est très important. J'avais une question, parce que tu as dit que les produits cotaient de 8h à 22h. Ouais. On a parlé par exemple d'NVIDIA tout à l'heure. Mhm. Est-ce que vous avez des produits sur NVIDIA qui commencent à coter à 8h du matin? Oui. Ou vous avez... Donc, C'est le mystère. Comment fou, on fait ça? Mais oui. Et donc ça veut dire que si je suis intéressé par NVIDIA et je me dis cet après-midi, d'après mon analyse technique avec mon magnifique logiciel, je me dis tiens, NVIDIA cet après-midi va ouvrir en hausse, mais je peux déjà l'acheter aujourd'hui pour bénéficier d'une éventuelle hausse. Mais comment est-ce que... Deux choses, Nicolas. Il n'y a pas de miracle. Si elle est attendue en hausse l'après-midi, elle sera déjà en hausse le matin à Francfort ou dans une autre place de cotation. Parce que l'information aura déjà été publiée. Quand l'information est publiée, c'est trop tard. Les cours de NVIDIA ou de n'importe quel autre sous-jacent américain cotent, les grosses valeurs américaines cotent à Francfort. Donc à Francfort, il y a déjà des gens qui ont acheté la valeur et donc elle est déjà en hausse. Après, à l'ouverture des marchés américains, il y a plus de liquidité. Donc elle peut continuer. On l'a vu d'ailleurs lors d'une news sur l'intelligence artificielle qui n'était pas forcément favorable à NVIDIA il y a quelque temps. On a vu que l'action, là c'était à la baisse, l'action baissait le matin à Francfort, mais sa baisse s'est accélérée à l'ouverture des marchés américains. Donc il n'y a pas forcément de miracle. Il y a les cours, mais les cours sont d'ores et déjà disponibles le matin ou même la nuit. NVIDIA cote un peu partout. Les futurs, les contrats à terme sur indice cotent partout. Oui. Donc nous, on ouvre de 8h à 22h, mais on sait déjà quelle va être un petit peu la tendance du marché, parce que la nuit, il y a eu des publications d'informations, et il y a des investisseurs à Singapour, dans les pays asiatiques, qui ont déjà pris cette information en compte et qui se sont positionnés sur des valeurs évidemment locales en Asie, mais aussi sur des contrats à terme, des futurs, comme on les appelle, sur indice américain ou sur indice européen. Ça arrive. Donc je peux prendre en avance grâce à un produit. Donc on va calculer la valeur d'un produit de bourse en temps réel grâce aux sous-jacents qui cotent dans une place haute que le marché domestique. On n'est pas obligé d'attendre que New York ouvre pour connaître le prix de NVIDIA ou de Tesla ou d'autres. Ces prix sont disponibles ailleurs, ce qui nous permet de coter nos produits de bourse. Alors, attention, parfois, quand il y a une information très très importante, on ne va pas pouvoir coter à 8h du matin. D'accord. Parce que il n'y a pas encore eu d'échange à Francfort, parce que les investisseurs se regardent un petit peu, où est-ce qu'elle va coter, on ne sait pas, tiens, il y en a un qui se lance, boum, à 9h, 9h30, 10h, ça commence à coter, donc on va être obligé d'attendre un prix de référence. D'accord. Et ça n'a pas de sens pour un émetteur de produits de bourse de proposer des prix alors que le sous-jacent, lui, n'est pas coté. Parce que là, ce serait vraiment le sens du vent. Ouais. On a besoin d'attendre que le sous-jacent cote pour pouvoir calculer le prix du produit de bourse qui porte sur ce sous-jacent. Très important. D'accord. Donc c'est aussi ce qui nous permet de coter le CAC 40 jusqu'à 22h. Ouais. Parce que le futur CAC, le contrat à terme sur le CAC 40 cote jusqu'à 22h. Ouais. Donc toi, tu restes jusqu'à 22h dans la salle? Tous les jours. Tu arrives à 8h? Non. En revanche, il y a des traders qui restent jusqu'à 22h pour assurer le fonctionnement des produits. Ça s'appelle des shifts, des late shifts ou des morning shifts. D'accord. Donc celui qui fait le morning shift, je pense que c'est le cas dans toutes les marchés, va partir un peu plus tôt, et ceux qui restent un peu plus tard, on va arriver un peu plus tard. Ils font les 3-8. Ils font pas à l'usine. non, mais c'est un fonctionnement normal de salle de marché. Tout est géré et on s'organise pour pouvoir coter les produits du 8h à 22h. Ok, ça marche. Non, c'est ce qui permet d'avoir beaucoup de transactions sur les sous-jacents américains, comme je te l'expliquais. Parce que il faut aussi pouvoir proposer des cours achat-vente qui soient compétitifs. Parce que côté pour côté, ça n'a pas d'intérêt. Parce que si tu proposes un prix le matin sur un sous-jacent américain, mais que le cours d'achat est très éloigné du cours de vente, et du coup ce qu'on appelle le spread est très éloigné, ça n'a pas d'intérêt pour les investisseurs particuliers ou les investisseurs institutionnels, ou n'importe quel investisseur. Ils voient un spread très important, ils se disent bon, je préfère attendre cet après-midi,
parce que je pense L'espace que va se resserrer et qu'on le aura cours plus de... achat-vente va se Ouais. resserrer. Mm. Donc on essaye le plus serré possible le matin, parfois en étant un peu plus agressif que les prix que l'on peut constater sur les marchés où s'échange le sous-jacent, mais sans faire de miracle. D'accord. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui? Ah, on peut me retrouver, où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver sur l'émission Trade ou pas Trade, par exemple. Je ne sais pas si tu Oui. connais. Oui, je Ah, connais. si, J'y bien viens de sûr, temps tu en es temps. venu. Ouais, j'y viens de temps en Trade ou temps. pas Trade, c'est diffusé sur la chaîne YouTube SG Bourse ou sur le site Boursobank, Boursorama. Une émission qui me tient à cœur parce que c'est... C'est toujours une bonne ambiance. Toujours des d'abord, spécialistes, mais s'amuse. toujours Enfin, on s'amuse. C'est ouais. très sérieux la bourse, hein. On n'est pas là pour s'amuser, Ouais. on est là pour travailler, pour Mm. investir. C'est très important. Mais ce qui est intéressant et surprenant, c'est qu'on en apprend tous les jours. C'est-à-dire que grâce à la qualité d'intervenants comme toi ou comme d'autres, et la confrontation des idées et des scénarios d'investissement, eh bien, ça discute et c'est très intéressant. On peut me retrouver aussi sur le salon de l'analyse technique. Oui. C'est le 28 mars, je crois. Exactement. On pourra tous s'y à côté de retrouver la Tour d'ailleurs. Eiffel. Ouais. Ah bah, je serais heureux de t'y retrouver. On sera là. On viendra te voir, nous. Ah bah ouais, avec plaisir. Répondre à toutes les questions. C'est bien aussi d'avoir accès à nos clients directement. Hein, on aime bien pouvoir échanger pour savoir ce qui va bien, ce qui va pas bien aussi. Hein. Parce qu'on a besoin de s'améliorer. En tant qu'émetteur de produits de bourse, on a besoin d'augmenter la qualité de notre service tous les jours. Donc échanger directement, c'est souvent plus franc, Oui. plus transparent et enrichissant. Donc c'est un exercice qu'on aime beaucoup. Donc finalement, la salle de marché, elle n'est pas fermée. Si on est débutant, moyen ou confirmé sur les produits de bourse, on peut vous appeler et échanger sur les produits et peut-être voir un petit peu les produits optimisés par rapport à sa stratégie, à son idée. Je sais que vous ne donnez pas de recommandations de conseils sur un produit en particulier, mais une personne qui ne cherche pas d'échéance ou qui a certains critères, ou Stability Varan, quand on en a parlé, voilà, vous pouvez effectivement lui apporter. Le but de la démarche, d'avoir un numéro vert en accès gratuit, c'est de pouvoir surtout être le plus pédagogue possible. Il m'arrive tous les jours de répondre au téléphone et de réexpliquer un aspect d'un produit. Pourquoi telle variation, mais je vous rappelle que telle chose, vous avez accès à cette information. Ah, vous ne savez pas quel produit choisir, monsieur? Écoutez, je ne prétends pas savoir quel est le bon produit pour votre scénario d'investissement, mais en revanche, on a un outil qui s'appelle Match My View sur le site internet. On saisit son scénario, c'est-à-dire qu'on définit un objectif de cours, on définit un horizon d'investissement, et puis il y a une liste de produits qui va apparaître et qui va, en fonction des critères, on définit aussi une tolérance à la perte, et puis en fonction des critères qu'on aura définis, il y a une liste de produits qui paraissent à ce logiciel, Match My View, les plus performants par rapport au scénario. Donc ça permet aussi de se dire, tiens, si ce scénario se réalise, je peux gagner temps et je limite ma perte à temps. Donc on a les deux aspects du scénario qui est très important. Hein. Il ne faut pas toujours regagner l'expérience de gain, il ne faut pas toujours regarder l'expérience de gain. Oui. Je vais la répéter une troisième fois. Il ne faut pas regarder toujours l'espérance de gain, mais aussi potentiellement ce que l'on perd, ce que l'on peut perdre. Et pour respecter son scénario d'investissement, il faut avoir conscience des deux, très important. Toujours, ouais. C'est la base du trading, c'est gérer les avantages, ses risques. Les désavotages, potentiel de gain, potentiel de perte. Exactement. Très important, surtout avec l'effet de levier. Ouais, il y en a pas mal. Ah oui, l'effet de levier c'est très important, mais il faut en avoir conscience. Thibaut, merci beaucoup pour ton temps, pour toute ta carrière, et puis nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc je répète qu'on mettra dans la description de la vidéo tout un contenu, en tout cas des liens vers votre contenu, parce que vous avez un site qui s'appelle sgbourse.fr. Exactement. Voilà, ce que je connais aussi. Je vais Tu choisis quelques produits. On choisit quelques produits dans Opportunité. On a un petit service qui s'appelle Opportunité. On fait du swing, c'est-à-dire on prend des opérations sur plusieurs jours. On a effectivement des matières premières, donc c'est vrai qu'on trouve de tout sur vos produits. On aime beaucoup. 800 sous-jacents, oui. Voilà, donc on a fait du gaz, on peut faire du palladium, on peut faire plein de choses, voilà, c'est plutôt intéressant. Et du coup, on mettra pas mal de liens vers ça parce qu'il y a un contenu pédagogique, éducatif très intéressant aussi. Alors nous avons un dernier mot sur Bien sûr, les partenariats qu'on peut avoir sur le marché français. Donc on a des partenariats avec des courtiers en ligne en France qui permettent aux investisseurs d'avoir des réductions de frais de courtage. J'encourage. C'est ce qu'on appelle direct émetteur, c'est ça? C'est ce qu'on appelle, non, c'est des partenariats, c'est-à-dire qu'on s'entend avec un courtier en ligne pour proposer l'achat et la vente de produits de bourse Société Générale à des prix réduits. Parfois pas de frais de courtage ou parfois des prix réduits. Donc je vous encourage à regarder sur notre site internet
pour savoir si votre courtier est éligible ou si il peut être intéressant pour vous de vous intéresser à ces courtiers qui sont éligibles. Ou à envoyer un petit email. Absolument. Voilà. Ou nous appeler au numéro vert. On en parlera très simplement. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Thibaut. beaucoup Nicolas. À très C'est très bientôt, sympa. peut-être sur le plateau de Trade ou pas Trade. Avec plaisir. Merci. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode.